Oui, Ok, alors du coup, on va pouvoir commencer. On ne verra peut-être pas l'image, mais tant pis. c'est pas très grave. Je te propose donc on commence par la première question qui était que tu reviennes rapidement sur les mécanismes, les liens entre réchauffement climatique, perte de biodiversité et les phénomènes pandémiques. Est-ce que tu peux rapidement nous retracer un peu les principaux mécanismes? Oui, alors, donc, il y a, disons, alors vous m'entendez bien ou pas? Là, ça va, j'essaye de mettre près du Oui, micro. oui, oui, très bien, Ça très va. bien. Donc, en fait, il y a quand même, il faut rappeler, j'y reviendrai peut-être après, la réalité du réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique, quand on regarde, la, disons, d'abord par rapport à, il y a beaucoup de conséquences, c'est une réalité, il y a beaucoup de conséquences du réchauffement climatique, mais je vais essayer de répondre assez directement à ta première question. Il y a effectivement un lien entre réchauffement climatique et perte de biodiversité. D'ores et déjà, ça c'est le rapport de l'IPBES, donc la plateforme sur la biodiversité qui est publiée au mois de mai dernier. Eh bien, le réchauffement climatique sur les dernières décennies est déjà le troisième facteur de perte de biodiversité. Donc après, disons, nos activités directes, en particulier le changement d'usage des terres, la prédation de certaines espèces, voilà, et puis avant la pollution, et puis donc la perte de biodiversité le réchauffement climatique joue déjà sur la perte de biodiversité. C'est important. Ensuite, je pense qu'on peut montrer l'influence du réchauffement climatique sur la perte de biodiversité. Si ce réchauffement climatique se poursuit, eh bien, si on regarde, par exemple, si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, on pourrait aller vers des réchauffements de 4 à 5 degrés à la fin du siècle. Et si on regarde les vitesses de réchauffement, eh bien, les vitesses de déplacement des zones climatiques, elles se déplaceraient très rapidement. Et pour la moitié des espèces, faune ou flore, disons la moitié des espèces auraient une capacité de déplacement inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Donc on comprend bien que plus le réchauffement va être important, plus la perte de biodiversité risque de l'être. Donc, disons, si le réchauffement climatique devenait très important et très rapide, eh bien, ça risquerait de devenir le premier facteur de perte de biodiversité. Donc ça, c'est vraiment un point. On pourra ensuite revenir sur, à moins que vous vouliez que je fasse maintenant sur la réalité du réchauffement climatique, mais ce lien entre réchauffement climatique et biodiversité est déjà bien étudié, bien établi, et c'est un risque si rien. Ensuite, par exemple, un autre exemple de perte de biodiversité qui est tout à fait intéressant, enfin pas intéressant justement, qui nous interroge, c'est que, disons, quand on parle de réchauffement de 4 à 5 degrés, on comprend, enfin, j'espère qu'on pourra l'éviter, mais même avec des réchauffements de 2 degrés jusqu'à 2 degrés, ce que, disons, l'objectif de la conférence de Paris, eh bien, pratiquement tous les récifs coralliens tropicaux auront été affectés. Et même à 1,5 degré, on pourra, au moins à 1,5 degré, on pourrait préserver, disons, le quart des récifs coralliens. Donc, évidemment, la perte de biodiversité est extrêmement. Il y a des espèces plus, ou des milieux, des milieux ou des espèces, bien sûr, plus fragiles par rapport au réchauffement climatique que d'autres, mais c'est par exemple le cas des récifs coralliens. Et on sait bien, bon, la France est le deuxième pays en termes, disons, bien sûr, disons de présence de récifs coralliens dans ces eaux territoriales. Je crois que c'est le deuxième pays pour la présence des récifs coralliens. Eh bien, c'est quand même, c'est aussi quelque chose qui est évidemment très important, bien sûr, pour les pays d'outre, enfin pour tous nos, disons, les territoires ultramarins. C'est clair. Donc, voilà des exemples. Oui. Pour la question du lien maintenant entre réchauffement climatique et pandémie est moins claire. Donc, par exemple, puisqu'on m'a posé la question récemment, si on regarde les rapports du GIEC, effectivement,
il y a un chapitre, dans le dernier rapport du GIEC, il y a un chapitre sur la santé, donc les conséquences du réchauffement climatique sur la santé au sens large. En fait, le premier facteur, c'est plus la malnutrition dans certaines régions. On ne parle pas, le mot épidémie ou pandémie n'est pas présent dans ce chapitre du GIEC. Alors, ce dont on parle, c'est effectivement, qui est évoqué, je crois, en tout cas, qui est évoqué dans des articles, c'est, là, on va dans des régions plutôt très froides, le permafrost et ce risque que la fonte du permafrost, c'est-à-dire des sols qui étaient gelés depuis, pour certains, 20 000 ans, des dizaines de milliers d'années, depuis la dernière période glaciaire, le réchauffement en surface fait que, eh bien, il y a disons, la fonte estivale va de plus en plus profond. La couche active de ces sols gelés, c'est-à-dire celles qui font de façon saisonnière, qui font l'été et qui regèlent l'hiver, bien sûr, eh bien, cette couche devient de plus en plus profonde, si bien que ça dégage des sols gelés, des sols qui étaient gelés depuis des dizaines de milliers d'années et qui peuvent effectivement, et là on peut penser, on parle de l'anthrax par exemple, hein, donc ça pourrait être effectivement, disons que des virus, des bactéries qui n'étaient pas, qui étaient actifs il y a 20, 30, 40, 50 000 ans, seraient congelés, pourraient être naturellement congelés et tout d'un coup se décongeler dans certaines régions à cause du réchauffement climatique. Donc c'est ce qu'on peut évoquer. Mais c'est clair que, disons là, il n'y a pas de lien clair entre pour le moment, réchauffement climatique et pandémie. Alors, disons plus par rapport au climat, c'est une question qu'on se pose beaucoup aussi, plus par rapport à la météo. Donc, vous avez peut-être vu des articles qui disent effectivement, alors la question se pose s'il peut y avoir un transport par l'atmosphère, par les vents, c'est pas clair. Ensuite, une autre question qui se pose évidemment, c'est est-ce que l'arrivée d'une période plus chaude, hein, disons l'entrée dans l'été, le printemps puis l'été, va disons diminuer l'activité du coronavirus, du Covid-D. Par exemple, j'ai vu un article de scientifiques chinois qui ont publié un article qui montre, ils ont fait une statistique sur les villes chinoises et montré que la vitesse, disons, d'expansion du virus était quand même dépendante de la température et de l'humidité dans les régions chinoises. Donc, mais on voit bien que ça risque quand même de se développer en Afrique. Donc, c'est pas non plus établi pour le moment que disons, ce virus ne résiste pas quand les températures deviennent plus importantes. Voilà, donc s'il y a des questions là-dessus, n'hésitez pas. Je te propose qu'on prenne les questions dans un deuxième temps. Les questions après dans un deuxième temps. Donc peut-être maintenant la deuxième question, c'est, même si tu l'as un peu abordé, que tu fasses le point sur où est-ce qu'on en est là du réchauffement climatique. Donc du risque pandémique, du coup ça tombe un peu vu ce que tu viens de nous dire, mais que tu nous fasses un petit peu le point. Tu étais sur du 4-5 degrés fin de siècle dans un scénario sans action. Donc est-ce que tu peux refaire le point là Oui, je pense que sur le réchauffement climatique, c'est je pense important de donner quelques chiffres. D'abord, il faut bien comprendre que le réchauffement climatique n'est pas une surprise, hein, puisque ce que nous avons fait depuis 200 ans, c'est de modifier la composition de l'atmosphère, donc en toute une série de composés gazeux qui sont présents naturellement dans l'atmosphère, mais on a augmenté les quantités de gaz carbonique dans l'atmosphère. On produit du gaz carbonique à chaque fois qu'on brûle du pétrole, du gaz, du charbon, qu'on brûle du bois aussi, mais quand on brûle du bois, si la végétation repousse, le carbone est réabsorbé, donc on considère que c'est neutre. Ça dépend de la façon dont on fait. Et puis aussi quand on fabrique du ciment. On émet du méthane aussi dans toutes sortes de processus. Il y a une partie qui est liée aux pratiques agricoles. En gros, le méthane, ça se forme quand la matière organique se décompose en dehors de présence d'oxygène. C'est le cas dans la panse des ruminants, c'est le cas dans un tas de fumier, c'est le cas dans une rizière. Donc voilà, on voit bien
Et puis le protoxyde d'azote, ce sont les trois premiers gaz à effet de serre. Le protoxyde d'azote, c'est plus lié, disons, aux engrais, par exemple, surtout ceux qui ne sont pas utilisés. C'est une façon assez simple de faire, mais je pense qu'il est intéressant d'avoir quelques chiffres aujourd'hui. Disons, l'an dernier, eh bien, on a émis 37 milliards de tonnes de gaz carbonique à partir de combustibles fossiles, pétrole, gaz et charbon. Et le premier étant le charbon à l'échelle planétaire. On a à peu près, alors il faut aussi tenir compte à peu près 1 milliard de tonnes, entre 1 et 2 milliards de tonnes liées au charbon, liées à la fabrication du ciment. Puisque, disons, il y a bien sûr le fait de chauffer, mais aussi le ciment, disons, dans son processus chimique, libère du CO2 aussi quand on forme quand on parle de calcaire. Et puis ensuite, eh bien, il y a, en gros, il faut ajouter 6 ou 7 milliards de tonnes pour la déforestation. Alors, ça varie d'une année sur l'autre. Hein. On a eu beaucoup de feux de forêt l'an dernier, mais disons qu'on arrive pour 2019, grosso modo, à 44 milliards de tonnes de CO2. Donc, il faut ajouter à peu près 10 milliards de tonnes d'équivalent CO2 pour, disons ensuite, c'est le méthane, le second gaz émetteur de gaz à effet de serre, et ensuite vient le protoxyde d'azote, et puis il y a toute une série d'autres composés, par exemple tous les composés chlorofluorés, c'est-à-dire les fréons, et même leurs substituts sont des gaz à effet de serre. L'ozone est aussi un gaz à effet de serre. Donc, ce qu'on peut retenir, ce qui est intéressant, enfin, disons, tous les composés atmosphériques qui sont dans l'atmosphère, qui ont plus de 2 atomes, sont des gaz à effet de serre. Hein, donc, c'est en pratique. Hein, donc, c'est le cas. Alors, les seuls composés atmosphériques gazeux qui ne sont pas gaz à effet de serre, eh bien, c'est effectivement l'azote et l'oxygène, et puis les gaz rares. Dès que vous passez la vapeur d'eau, par exemple, est un gaz à effet de serre. Ce qu'il y a, on n'en modifie pas directement la quantité par nos activités, donc, disons, on en tient compte dans les modèles, mais ce qui va nous intéresser, c'est l'augmentation donc du gaz carbonique, du méthane, de l'effet de serre lié à nos activités directement. Et cela, eh bien, c'est bien documenté depuis 200 ans. Et ce qu'on a fait de façon très claire, disons que l'effet de serre, c'est une belle journée comme aujourd'hui. Le rayonnement solaire nous arrive sans trop de difficultés. Et puis, il est réfléchi à la surface de la planète. En gros, donc, il y a une partie du rayonnement réfléchi qui est absorbée par l'atmosphère, par ces composés à effet de serre. Donc, l'augmentation de l'effet de serre se traduit par une augmentation de la quantité de chaleur disponible pour, disons, assurer l'équilibre thermodynamique de la planète. Donc, en fait, on a augmenté, en gros, on augmente le chauffage. On a augmenté le chauffage d'à peu près 1%. Hein, on a augmenté, on a augmenté le chauffage de 1%. Et ça tient compte d'un effet de refroidissement, j'y reviendrai après, lié à la pollution. Donc, si on augmente le chauffage, il ne faut pas être surpris que, disons, les températures augmentent. Et ça, c'est ce qu'on observe. Hein, disons que les 5 dernières années ont été les plus chaudes qu'on ait connues. Voilà, disons, on a vraiment un réchauffement très marqué dans les années 2010. Et puis, depuis, pratiquement un réchauffement très marqué depuis, disons, le milieu du XXe siècle. Il y a un point qui est très important. Je ne vais pas être trop long sur cette partie-là, mais il y a un point qui est important. Donc, ce qu'on fait par nos activités, c'est qu'on augmente le chauffage, on augmente la quantité de chaleur disponible, en gros, pour maintenir l'équilibre thermique de l'atmosphère, de l'océan, des surfaces continentales et des glaces, c'est-à-dire ce qui interagit thermodynamiquement avec l'atmosphère. Et en fait, de cette chaleur supplémentaire, il n'y a que 1% qui reste dans l'atmosphère. L'essentiel va dans l'océan. Plus de 90% de cette chaleur supplémentaire va dans l'océan. Et donc, si on veut, disons, vraiment regarder la réalité du réchauffement climatique, c'est dans l'océan qu'il faut aller voir. Et là, c'est très, très bien, malheureusement, le diagnostic est encore plus clair presque que dans l'atmosphère, puisque chaque année, en moyenne, le niveau de la mer s'élève de 3 mm. Il y a 1 mm qui est lié directement au réchauffement de l'océan. L'océan se réchauffe et il se dilate. Et puis, il y a en gros le reste, l'essentiel du reste, les 2/3, qui sont liés à la fonte des glaces. Alors, soit les glaciers qu'on appelle continentaux, les glaciers tempérés de nos régions, mais depuis une vingtaine d'années, il y a aussi le Groenland et l'Antarctique qui contribuent.
Donc, il faut bien comprendre que l'on a dans cette élévation du niveau de la mer un double indice, un double témoignage du réchauffement climatique, le réchauffement de l'océan et la fonte des glaces. Et c'est ce qui nous fait dire que pour nous, le réchauffement est sans équivoque. Alors, il y a un point important ensuite, je ne vais pas être trop long, mais je pense que c'est intéressant de bien comprendre que, disons, ce réchauffement est sans équivoque, mais c'est tout à fait logique. Enfin, disons, la question qui nous est posée, c'est est-ce que ce réchauffement est lié aux activités humaines? Et ça nous a pris du temps pour, disons, être capable de le dire avec une quasi-certitude. Dans le premier rapport du GIEC, on disait que le réchauffement, le climat se réchauffe, mais on ne sait pas si c'est lié aux activités humaines. Dans le deuxième, peut-être, donc c'était en 95. Dans le troisième rapport du GIEC, probablement, très probablement dans le quatrième, et dans le dernier rapport du GIEC, c'est de façon quasi certaine, c'est-à-dire qu'il y a plus de 95 chances sur 100 que, disons, le réchauffement soit lié aux activités humaines, et en fait, que l'essentiel du réchauffement soit lié aux activités humaines. On peut expliquer l'ensemble du réchauffement qu'on observe par les activités humaines. Donc, et en fait, les causes naturelles du réchauffement, on a observé depuis le milieu du XXe siècle un réchauffement de l'ordre de pas loin de 1 degré, maintenant 8/10 de degré. On peut l'expliquer complètement par les activités humaines, tandis que les causes naturelles, comme la variabilité de l'activité solaire, ou bien les volcans, peuvent expliquer qu'1 dixième de degré. Donc, l'état actuel des connaissances, c'est que non seulement le réchauffement est sans équivoque, mais qu'il est de façon quasi certaine et pour une large part lié aux activités humaines. Alors, vers quoi va-t-on maintenant? C'est ce qui nous intéresse plus. Alors, je vais prendre, donc il faut repartir je pense que c'est intéressant de repartir du chiffre que je vous ai donné, c'est-à-dire du chiffre, disons, de 2019 à peu près. On en est à 54 milliards de tonnes d'équivalent CO2 que nous avons émises. Alors, on comprend bien que plus on va émettre de gaz à effet de serre, plus le réchauffement va être important. Donc ça, et effectivement, donc je pense qu'il est intéressant de regarder 4 hypothèses. La première que j'ai déjà un peu évoquée, c'est on ne fait rien. On ne fait rien. En fait, si on ne faisait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, en 2030, alors maintenant, disons, je vous donne les chiffres vers lesquels on serait en 2030, on pourrait être entre 65 et 70 milliards de tonnes. Et en fait, disons que si on continue à ne rien faire, et bien aller vers des réchauffements de 4 à 5 degrés. Alors, je peux passer du temps à énumérer les conséquences de ce réchauffement, y compris sur la France, mais ce n'est pas le sujet, parce que, disons, quand on parle des conséquences du réchauffement à 4 ou 5 degrés, on comprend très rapidement que ne rien faire n'est pas ce qu'il faut faire. Je veux dire, on peut y passer 1 heure, mais là, je crois que vraiment, on a parlé de la biodiversité, vous voyez, mais on peut parler disons, de ce qui se passera en France pour les rivières, les fleuves et rivières. On pourra revenir sur les conséquences sur la France, mais disons qu'on peut, on peut passer un peu de temps sur un monde à 4 ou 5 degrés pour comprendre que ce n'est pas ce vers quoi il faut aller. Alors, l'accord de Paris, maintenant, donc, en gros, nos décideurs politiques, disons, l'ont compris assez rapidement, puisque, disons que le premier rapport du GIEC, c'est en 1990. 1992, c'est la Convention climat. Et disons, 5 ans plus tard, 1997, c'est le protocole de Kyoto. Donc, le bon sens, disons, le protocole de Kyoto, c'est prendre des mesures pour que l'effet de serre, disons, c'est prendre les mesures pour que on stabilise l'effet de serre de façon à stabiliser le climat. Donc, ça veut dire qu'il faut que eh bien, les émissions de CO2 n'excèdent pas disons, ce qui peut être absorbé par la végétation et par l'océan, c'est-à-dire à peu près la moitié. Et en fait, donc, il faut diminuer nos émissions. Ça, c'est déjà inscrit dans le protocole de Kyoto avec un objectif pour les pays développés. Malheureusement, l'échec du protocole de Kyoto, c'est clairement la position de George Bush qui, disons, décide de ne pas le ratifier. Disons que ça, on est en 2000. Et puis aussi le fait que personne n'avait vraiment anticipé l'émergence, disons en gros l'émergence de la Chine, puis de l'Inde, mais surtout de la Chine. En gros, les émissions de la Chine ont pratiquement ont plus que doublé dans les années 2000.
Donc c'est très important et de second pays émetteur en 2000, eh bien, la Chine a nettement dépassé les États-Unis pour émettre 2 fois plus actuellement que les États-Unis. Donc alors qu'en 2000, ils étaient pratiquement largement en dessous des États-Unis. Donc l'émergence de la Chine, le refus de Bush, disons, les causes de l'échec franchement de Kyoto en particulier. Ensuite, le deuxième accord, c'est Copenhague. Copenhague, eh bien, c'était un échec. On peut penser, l'espoir, c'était effectivement l'accord de Kyoto porte sur 2008-2012 et l'espoir de Copenhague, c'était de mettre en place des mesures ambitieuses pour l'après 2012, pour la période 2013-2020. Nous y sommes, enfin nous y sommes toujours puisque nous sommes, eh bien, en gros, dans cette période, il n'y a que l'Europe et quelques autres pays qui sont engagés, c'est-à-dire que ça ne représente que 10% des émissions. Pardon. Donc, l'accord de Copenhague, c'est aussi évidemment le moment de la crise économique. Donc, il y a quand même un lien avec ce qui se passe aujourd'hui, on voit bien, et on en reparlera peut-être, mais disons la crise économique, en termes d'émissions de CO2, il y a une baisse entre 2008 et 2009, il y a une baisse de 1,3%. Et puis, disons, ça repart entre 2009 et 2010, pratiquement une augmentation de 6%, si bien que dès 2010, on est remis sur la trajectoire de croissance des émissions. Donc, ces émissions sont directement liées à nos activités économiques. Donc, disons, la croissance est repartie. Disons, il y a eu cette diminution en 2009, mais la croissance en 2010 était déjà repartie en oubliant complètement, en termes d'émissions de CO2, en oubliant complètement la crise économique. Donc, voilà, en fait, on arrive le troisième accord, donc je vais arriver assez vite sur l'accord, donc c'est l'accord de Paris. Et là, l'accord de Paris, ce qui le différencie, mais c'est des choses que vous savez beaucoup d'entre vous, ce qui le différencie des deux précédents accords, c'est que aussi bien à Kyoto qu'à Copenhague, eh bien, la Convention climat essayait, sa stratégie, c'était de fixer des objectifs, c'est un peu ce que j'ai dit, pour les pays développés, des objectifs de diminution de leurs émissions de gaz à effet de serre. On voit bien que ça ne marche pas, et donc, en gros, la Convention climat pour l'accord de Paris change son fusil d'épaule, et c'est donc l'idée de force de l'accord de Paris, c'est-à-dire de demander aux pays ce qu'ils accepteraient de faire pour lutter contre le réchauffement climatique et s'y adapter. C'est vraiment dans le cœur de l'accord de Paris, et c'est la raison du succès de l'accord de Paris. En fait, l'accord de Paris, ce qui fait son succès, c'est son universalité. Le fait que tous les pays l'aient ratifié. Ça reste vrai aujourd'hui. Pratiquement sauf la Turquie, je crois. Tous les pays, la Russie est en train de le ratifier, tous les pays l'ont ratifié. Évidemment, les États-Unis sont en train de le quitter, et puis de façon officielle, d'autres pays comme la Russie, mais aussi l'Australie, le Brésil, bien sûr, sont en train de le quitter de façon officieuse. Mais officiellement, l'accord de Paris, tous les pays l'ont ratifié, sauf la Turquie, je crois, pour le moment. Alors, c'est quoi l'accord de Paris? Effectivement, le problème de demander aux gens, c'est un peu pareil, je pense, on demande aux gens, mais de demander à des pays ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'il n'y a aucune raison pour que ce qui est proposé soit en phase avec les objectifs qui sont affichés dans l'accord. Alors, quels sont les objectifs de l'accord de Paris? Ce sont des objectifs de bon sens, c'est-à-dire que ce sont des objectifs déterminée c'est une décision politique, ce n'est pas du tout une décision de la communauté scientifique, c'est bien une décision politique, mais évidemment au vu du diagnostic des scientifiques, l'idée ce serait de stabiliser l'effet de serre et de prendre des mesures pour que le réchauffement climatique ne dépasse pas dans le long terme 2 degrés. Pas du tout à la fin du siècle, par la suite non plus. Ne dépasse pas 2 degrés par rapport au pré-industriel. Ça, c'est du jargon, c'est 1 degré par rapport à aujourd'hui. Et donc, et puis, c'est bien en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré, parce que, en fait, on a constaté, et ça, c'est un rapport récent du GIEC, que du point de vue du climatologue, du point de vue du bon sens, eh bien, si on était raisonable, nous essaierions collectivement, au niveau planétaire, il y a vraiment des régions qui sont déjà très sensibles au réchauffement climatique, et bien nous devrions essayer de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Alors, partons donc
d'un côté, on a des engagements. Vers quoi nous emmènent les engagements? Alors, on va se prendre en 2030. En fait, on a 54 milliards de tonnes aujourd'hui. En 2030, les engagements pris dans l'accord de Paris, s'ils étaient, disons, respectés par l'ensemble des pays, ce qui n'est pas gagné, hein, on va y revenir ensuite, mais ces engagements, s'ils étaient tenus par l'ensemble des pays, nous emmèneraient à peu près vers 55 milliards de tonnes en 2030. On stabiliserait, disons, les émissions de gaz à effet de serre. Malheureusement, ça nous met sur une trajectoire d'au moins 3 degrés à la fin du siècle, voire plus, entre 3 et 3 degrés et demi. Donc, effectivement, les engagements pris dans l'accord de Paris ne sont pas en phase avec les objectifs. Alors, que faudrait-il faire pour respecter les objectifs? Alors, pour respecter l'objectif 2 degrés, il faudrait passer à 40 milliards de tonnes en 2030. Donc voilà, il faudrait donc diminuer pratiquement de 15 à 20% par rapport à aujourd'hui. Et puis pour avoir des chances de rester, et bien sûr continuer par la suite, je vais y revenir, et pour avoir des chances de rester à 1,5 degré, eh bien, il faudrait diviser par 2 nos émissions entre 2020 et 2030. Ça fait 7% de diminution chaque année. Et ensuite, eh bien, il faut continuer. Dans tous les cas, si on veut stabiliser, dans tous les cas, il faut effectivement atteindre neutralité carbone, c'est le bon sens. Je dirais que pour respecter 3 degrés, la neutralité carbone, c'est la fin du siècle. Pour 2 degrés, ce serait plutôt vers les années 70-80. Et pour 1,5 degré, il faudra atteindre neutralité carbone à horizon 2050. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au niveau planétaire? Eh bien, actuellement, disons que on émet 54 milliards de tonnes d'équivalent CO2. On absorbe, disons, l'océan et l'atmosphère, on absorbe grosso modo 20 milliards. Disons, avec l'espoir que ces puits ne diminuent pas, ce qui n'est pas gagné, eh bien, ça veut dire qu'il faudrait pratiquement les 10 milliards de tonnes qui sont non CO2 sont difficiles à maîtriser parce que c'est largement lié à notre système alimentaire et disons, on voit bien la difficulté, mais il faut quand même faire mieux dans l'agriculture, mais on voit bien les difficultés pour le monde agricole au sens large, disons agriculture, alimentation, de diminuer ces émissions de façon notable dans un monde où on va passer, disons, de 7 à 10 milliards d'habitants ou à 11 en 2050. Donc on voit bien la difficulté. Disons que si on garde ces 10 milliards de tonnes non CO2, eh bien, ça voudrait dire qu'il faut descendre nos émissions de CO2 à peu près à 10 milliards de tonnes en 2050, en espérant que l'ensemble des puits soit de l'ordre de 20 milliards, en gros, à une tonne par habitant de CO2 en 2050, pas en 2030, en 2050. Donc ça place le cadre au niveau planétaire. Voilà, peut-être que je vais m'arrêter là pour le moment. On peut ensuite revenir sur le contexte français, si vous voulez. Mais vous voyez, c'est vraiment, disons, depuis 20 ans, nous disons qu'il faut absolument, si on veut respecter, disons, les objectifs de 2 degrés, descendre, que les émissions commencent à redescendre en 2020 ou plus tard. Disons, on reste sur ces trajectoires et on voit bien la difficulté et toute la question qui est posée au niveau planétaire, au niveau européen, au niveau français. On pourra revenir sur le niveau français parce que bien sûr, j'y suis fortement impliqué. Enfin, je suis membre de la Convention citoyenne, enfin membre du comité de gouvernance, tout ça. Donc voilà, mais on pourra revenir plus sur disons plus les aspects franco-français après, mais je crois vraiment que c'est important d'avoir ces chiffres en tête. Donc si on veut respecter, si on veut éviter pour, je dirais, l'après 2050, c'est-à-dire pour les jeunes d'aujourd'hui, si on veut éviter pour les jeunes d'aujourd'hui qu'ils aient à vivre dans un climat qui leur sera très difficile et pour certains impossible à vivre, donc il y a même des régions qui deviendraient invivables au sens qu'il ne serait pas possible d'y aller dehors et d'y vivre correctement l'été, eh bien il faut agir tout de suite et de façon importante. Donc, vu de notre point de vue, c'est clair que si la reprise économique mondiale qui est souhaitable
se mettent en route sur le schéma, disons, des 30 dernières années, c'est-à-dire un schéma où voilà, on voit bien que les producteurs de fossiles sont prêts à repartir. Voilà, si on se remet avec, disons, un monde très, très, disons, qui reste addict aux combustibles fossiles, eh bien, disons, on peut dire adieu très rapidement à un objectif de 2 degrés, puis de 3 degrés éventuellement. Hein. C'est très clair. Donc, c'est pour cela qu'effectivement, nous le disions avant, mais c'est vrai que ça doit nous amener à réfléchir. En tout cas, cette situation, en tout cas, doit nous amener à réfléchir au type de développement que nous souhaitons par la suite. Merci. Troisième question. Alors, reformuler un peu. Boris, je ne sais pas si tu es là. Si, je suis là. Ouais, donc peut-être repose la question comme tu la posais tout à l'heure sur la question de la relocalisation et des sacrifices. Donc dans le contexte actuel lié à la pandémie, voilà, peut-être reformule la question. Non, parce que évidemment un certain nombre de choses risquent de se percuter. Le désir de relocalisation d'un certain nombre d'activités industrielles à la faveur de la démonstration qui a été faite de perte de souveraineté, notamment sur un certain nombre de chaînes de production, et ce que ça va impliquer d'importation, de relocalisation aussi d'émissions de carbone. Et donc, la question que je posais. Je t'entends mal, Boris. Hein. Oui, vous m'entendez mieux, Jean, là? Oui, ça va. Oui, allez-y, Boris. Oui, de façon couplée à la relocalisation industrielle, d'émissions. Allô? Isabelle, tu entends bien Boris ou pas? Allô? Oui, moi j'entends plus rien. Oui, moi je peux parler, mais bon, ça marche mal. Est-ce que tu m'entends, Isabelle? Là, ça va mieux, moi. Alors je retire peut-être que j'ai un meilleur débit sans l'image. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est mieux. Alors je repose ma question. Je disais qu'il y aurait une corrélation entre la relocalisation d'activités industrielles en France et en Europe et la relocalisation d'émissions de gaz à effet de serre. Faisant ce constat-là et faisant également le constat qu'une bonne partie de notre industrie est à l'arrêt et que son redémarrage nécessitera l'aide des pouvoirs publics. Ma question était un peu abrupte, c'est y a-t-il des secteurs de l'industrie qu'il ne faudrait pas sauver? Et donc de cette manière, posant cette question de cette manière, comment organiser à ce moment-là la transition de ces activités qu'il ne faudrait pas sauver vers des activités qui seraient bas carbone, on va dire. Oui, alors il faut les regarder. Enfin, alors, je vais regarder. Bon, donc je suis citoyen, je suis impliqué aussi dans beaucoup de choses. Donc, alors, je vais essayer de répondre à la question, Boris, à ta question de façon tout à fait, disons, vu du point de vue d'un environnementaliste dur, ce que je ne suis pas, parce que je pense il faut essayer de trouver un équilibre entre toutes ces choses. Je pense que c'est possible. Par contre, je pense que la meilleure façon de répondre à la question, c'est quand même d'abord de dire quelques chiffres sur les émissions. Pourquoi on émet des gaz à effet de serre? Alors, il y a deux visions. On va parler de la pollution. Pour la pollution, c'est autre chose. Mais il faut bien distinguer. Alors, je vais dire en quoi ils sont quand même liés. Mais disons, prenons le contexte réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, comment est-ce qu'on émet ces gaz à effet de serre? Dans quelles activités? En France, donc, après les chiffres, ça varie d'un pays à l'autre. Je peux vous donner les chiffres à l'échelle planétaire, mais disons, en gros, c'est quand même le transport. En France, c'est le transport de l'ordre de 30%. Ensuite, disons, il y a l'industrie, mais aussi le bâtiment. Bâtiment, urbanisme, c'est ça. Donc globalement, et puis agriculture, alimentation, c'est aussi 20%. Ensuite, il y a la production d'énergie elle-même, et puis il y a les déchets pour 3%. C'est disons, en gros, on prend ces 6, ça c'est le classement du CITEPA. Donc il y a 6 grandes, disons, c'est en 6 grandes familles, mais c'est vrai que bon, se dégage en tête quand même, disons, les transports, c'est quand même, là on en vient.
c'est en gros notre vie de tous les jours, hein, c'est se déplacer, se nourrir et se loger. Hein, disons, c'est quand même ça. En France, c'est 60% de nos émissions. Hein, donc, voilà. On peut tout, bien sûr, parce que, par exemple, par exemple, le transport routier est aussi beaucoup lié au circuit alimentaire. Enfin, on peut toujours, mais en gros, c'est quand même nos activités de tous les jours. Donc, sur quoi on peut jouer? Bon, on peut alors, bien sûr, on peut parler du mix énergétique, ça c'est une autre chose. Hein. Donc, évidemment, l'idéal, ce serait de pouvoir poursuivre l'ensemble de ces activités à travers d'autres sources d'énergie. Bon, mais poursuivre les activités, c'est quand même réfléchir à, effectivement, disons, prenons l'industrie automobile. Bon, je pense qu'il est important que l'industrie automobile, on voit bien la difficulté au niveau européen qu'ont les constructeurs à tenir, disons, à essayer de respecter les normes, disons, de faible émission qu'ils sont. Un des points importants, il n'y a pas de secret, disons, on ne comprend pas. Je me place d'un point de vue de quelqu'un, on a du mal à comprendre pourquoi les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté assez rapidement sur les dernières années. C'est l'augmentation des poids du véhicule, c'est-à-dire cet amour qui est difficile à comprendre. Enfin, on peut comprendre, c'est une vision qu'on a peut-être de soi-même mais des SUV. Donc, par exemple, c'est vrai que les questions qu'on peut se poser, disons, est-ce que tous les déplacements sont utiles? Est-ce qu'on doit continuer à développer des SUV? Ou plutôt, est-ce que les constructeurs ne devraient pas essayer de respecter les normes que l'Europe est en train d'essayer de leur donner, d'aller de plus en plus vers l'électrique, d'aller aussi vers des moteurs, disons, des voitures faibles émissions, ce qui veut dire quand même de poids relativement limité. Voilà, on peut se poser des questions sur le transport aérien, sur le transport maritime, donc y compris le transport de marchandises, et la relocalisation dans ce sens-là peut être intéressante. Voilà des questions qu'on peut se poser sur le transport. Du point de vue effet de serre. Alors ensuite, si on se pose des questions, bien sûr, alors sur bâtiment urbanisme, c'est quand même, là, c'est beaucoup d'emplois qui peuvent être créés. Là, on voit bien ce qu'il faut faire. C'est à la fois dans la construction, donc la seule construction je dis toujours, la seule construction on va avoir 3 milliards de plus d'urbains en 2050 par rapport à aujourd'hui. La seule construction des villes pour les accueillir, si on continue à faire du ciment comme aujourd'hui, nous disons équivalent à quelques années d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça nous emmène dans le mur très rapidement. Donc il faut aussi penser en termes de construction, mais bien sûr en termes de qualité de construction, de bâtiments neufs, en termes de rénovation des bâtiments anciens, et ça c'est quand même un énorme gisement c'est quand même un énorme gisement d'emplois. Voilà, en termes sur le circuit alimentaire, là aussi, bien sûr, le transport joue une part. On peut aussi gagner dans le circuit alimentaire, y compris bon, bien sûr, il y a en gros les trois volets sur lesquels on peut gagner, c'est disons du point de vue de l'agriculture elle-même. On peut gagner, y compris, disons, dans la façon dont on nourrit les bovins, peut jouer, mais plutôt sur quelques pourcents en termes des émissions de méthane. Mais bien sûr, il y a le régime alimentaire lui-même. Donc, on voit bien qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées, et aussi le gaspillage alimentaire. Donc, ce sont voilà. Donc, on a beaucoup de choses qu'on peut faire, y compris aussi, bien sûr, sur l'énergie elle-même. Donc, ensuite, il y a la question que posait Boris, elle était plus au départ sur le diesel. Alors ça n'a pas, disons, le choix, l'aspect diesel est lié à un autre, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est plutôt un peu plus vertueux qu'un moteur à essence. Donc on ne peut pas accuser le diesel d'être plus émetteur de gaz carbonique que ne l'est l'essence. Donc si vous roulez au diesel, vous ne pouvez pas être, disons,
vous ne pouvez pas être accusé d'émettre plus de gaz à effet de serre. Ce n'est pas le choix du diesel qui est un mauvais choix dans ce cas-là. Alors, c'est plutôt, je le redis, le choix d'un gros véhicule par rapport à un petit véhicule. Et alors, évidemment, par rapport à un électrique, si on a de l'électricité non nucléaire, voilà, d'électricité non émettrice de gaz à effet de serre. Mais le problème du diesel, ce sont vraiment les émissions de particules. Des émissions à la fois de particules, disons, la pollution elle-même, la pollution urbaine. Et c'est vrai qu'un des points qui est quand même noté par beaucoup des collègues, on a un peu du mal à le rappeler, à le dire, parce que on est tellement, moi aussi j'ai des amis qui viennent de décéder, des gens qu'on connaît, donc voilà, c'est très dur à dire, mais c'est vrai que le calcul a été fait et refait par les gens, c'est-à-dire que disons, l'absence de pollution dans les villes chinoises pendant un mois aura peut-être sauvé plus de vies alors on ne sait pas encore, mais enfin disons, peut-être sauvé plus de vies que la pollution n'a causé, disons, de cause de décès. Disons, la diminution des morts liées à la pollution, des morts, disons, liées à la pollution, en tout cas, sont peut-être, on gagne plus en diminuant la pollution qu'avec, disons, le Covid. Mais ça, ce sont des calculs que font certains des collègues. Bon, c'est peut-être difficile à dire actuellement, mais c'est vrai qu'en termes de santé, il y a un vrai bénéfice à la diminution de la pollution. Alors, qu'est-ce qu'on observe actuellement, par exemple, sur Paris, en fait? Donc, on a effectivement une diminution des oxydes d'azote. Alors, les oxydes d'azote, c'est un gaz, mais c'est un gaz qui est quand même à l'origine de beaucoup de problèmes de santé. Et c'est surtout un précurseur de l'ozone troposphérique, qui est aussi un problème pour la santé. Donc ça, et puis, alors ce qu'on observe actuellement, en tout cas dans les villes, actuellement, les particules fines, alors, dont une partie sont liées au diesel, finalement, n'ont pas tellement bénéficié de l'arrêt de la diminution de la circulation, parce que il semble qu'elle soit compensée par, disons, de la combustion, bien soit du fioul, du mazout pour le chauffage ou même du bois dans certaines régions. Donc, pour le moment, les particules fines elles-mêmes n'ont pas bénéficié. Donc, pour revenir, oui, si on se pose des questions, si on se pose vraiment des questions, le plan Marshall, ce serait vraiment de faire, bien sûr, un vrai plan Marshall serait de tenir nos engagements en termes, donc on pourra y venir, de stratégie nationale bas carbone en France. Elle est ambitieuse, diminuer de 40%, et pour ça, il faut développer rapidement le renouvelable. Voilà, de développer très rapidement les véhicules électriques, disons, il faudra aller de façon à marche forcée vers en termes disons, d'automobile et de transport routier aussi. Il y a l'hydrogène, il y a des filières à mettre en route, d'autres filières. Il faudrait faire des choix et effectivement reconvertir rapidement, aussi bien l'essence que le diesel d'ailleurs. Le diesel peut être en priorité parce qu'il y a des problèmes de pollution que n'a pas l'essence, mais voilà, il faudrait vraiment aller très rapidement aussi vers des véhicules plus légers. Si on continue à faire des véhicules lourds électriques, ça consomme quand même beaucoup d'énergie. Donc c'est sûr que si on est, disons, voilà. Ensuite, bien, on peut se poser des questions sur le trafic de l'aviation, enfin sur l'aviation, effectivement. Est-ce que l'aviation doit continuer à se développer au rythme où il l'envisage? Donc quand on regarde, on doit se poser des questions. Enfin, disons, en tout cas, vu du côté environnemental. Après, quand on va parler du côté social, bon, comme vous savez, je suis au Conseil économique, social et environnemental et c'est vraiment tout le temps, à chaque question d'environnement, on parle du social, mais bien sûr de l'économique également. Le problème n'est pas là, mais si vous voulez, du côté des arguments environnement, il n'y a pas photo. On sait ce vers quoi il faudrait aller et le minimum qu'on devrait faire, c'est vraiment, il va y avoir beaucoup d'argent injecté dans disons, j'espère, pour relancer l'économie, et il faudrait que cet argent soit vraiment orienté vers une économie différente, effectivement. Donc oui, pour répondre à la question, la question se pose de la reconversion rapide de certaines de nos activités, et c'est peut-être, disons, voilà, et s'il y a beaucoup d'argent injecté, c'est peut-être là justement qu'on peut le faire. Donc ces reconversions. Donc c'est pas facile comme réponse, mais du point de vue de l'environnementaliste, c'est quand même cela qu'il faudrait faire. Merci.
Alors, j'entends plus Isabelle. Elle a repris la parole ou pas, non? Boris? En tout cas, elle bouge les lèvres, mais j'ai pas le son non plus. Ah, ça y est, on l'entend. Vous m'entendez? Non, Oui, je disais que, en fait, tu avais déjà, dans la réponse que tu as apportée à Boris, répondu assez largement aux deux questions suivantes, qui étaient les propositions à la fois de court terme dans un plan de oui, reconstruction, hein, oui. qui intégrerait les problématiques climatiques et environnementales, et puis des propositions de plus moyen long terme. Il me semble que tu as déjà quand même assez largement répondu à tout ça. Donc, Oui, ce que je propose, c'est peut-être qu'on ouvre la on peut discussion. ouvrir des questions. C'est vrai que ce que j'aurais aimé dire, c'est donc, si tu me laisses 5 minutes Bien, pour dire où on en est en France quand même, c'est important parce que c'est vrai que j'aimerais bien donner quelques chiffres pour la France, c'est important quand même. Euh, bien parce sûr, que oui, donc rapidement, donc alors disons où est-ce qu'on en est chez nous. Donc voilà, donc on en est donc chez nous, merci à nos parlementaires. On a une loi qui est très ambitieuse. Hein, donc, bon, bien sûr, moi, j'avais été co-rapporteur de la loi sur la transition enfin, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, c'est de 2015. Donc, elle a été effectivement, cette loi de 2015, elle a été, dirons, améliorée, en tout cas avec un objectif plus ambitieux, largement quand même grâce à Nicolas Hulot. Donc, on est à neutralité, c'était division par 4 en 2050. Et maintenant, on en est à neutralité carbone en 2050, ce qui en France dit au moins division par 6, sinon plus. Hein. Donc voilà, donc la loi, elle est parfaite. Hein. Disons que pour moi, enfin, elle est ambitieuse, elle est suffisamment ambitieuse. Le problème, donc, c'est que cette loi, eh bien, on a effectivement, c'est quand même, il faut rappeler quelques chiffres aussi. Disons, il y avait les chiffres des 3 fois 20. Disons que la France s'est engagée à diminuer de 20% ses émissions en 2020 par rapport à 1990. On devrait à peu près y arriver. Mais on s'était aussi engagé à avoir 23% d'énergie renouvelable et là, on est en retard. Ensuite, par rapport, il est clair que pour l'objectif 2030, c'est 40% au moins, et ça risque de passer à 50% si l'Europe s'aligne, comme le souhaitait Ursula von der Leyen, sur un moins 50%. La France sera probablement automatiquement obligée de suivre. On voit bien qu'une division par 2 sur 10 ans, c'est quelque chose de très ambitieux. Il faudrait multiplier par 2, voire par 3, notre rythme de diminution des gaz à effet de serre. Et il y a un point très important, et c'est là qu'on revient à cette échelle planétaire, c'est ça qui est très important, c'est qu'en France, si on tient compte des émissions nationales, hein, c'est-à-dire des émissions sur le territoire, donc et c'est comme ça qu'elles sont comptées, on est entre 6 et 7 tonnes par habitant d'équivalent CO2 en France. Mais si on tient compte des importations, du bilan importation-exportation, on importe beaucoup, on exporte peu, on passe à 11 tonnes par habitant. Hein, c'est-à-dire que effectivement, on peut être heureux, on a tenu notre objectif des moins 20% ou à peu près, mais c'est sur les émissions territoriales. Et l'empreinte carbone, c'est-à-dire que si on tient compte des importations, ce qui semble logique, hein, donc si on tient compte des importations, eh bien l'empreinte carbone, c'est 60% au moins de plus ce que nos émissions nationales. Donc, et elle a plutôt tendance à augmenter. En tout cas, elle ne diminue pas. Hein, donc on voit bien disons, il y a un peu, disons, il faudra un regard plus large. Et là, on revient à cet aspect mondialisation. Hein, il faudra effectivement disons, eh bien, non seulement réinvestir une industrie en France, si possible une industrie vertueuse, de façon, parce qu'on pourrait dire, si on réindustrialise la France, eh bien, ça va aussi créer des émissions de gaz à effet de serre, donc il faut être attentif à ça, il faut réindustrialiser, mais ça devrait normalement nous gagner aussi disons, une empreinte carbone, ça devrait contribuer à diminuer notre empreinte carbone. Bon, ça, c'est un point. Donc, où en est-on? Donc, en fait, on a beaucoup de retard et c'est quand même ce qu'ont constaté Édouard Philippe et Emmanuel Macron, puisque c'est quand même l'idée de base de la Convention citoyenne pour le climat dont la mission est très claire, et qui est un aveu d'échec d'une certaine façon de la politique actuelle. Alors, pas de la loi, mais le fait que
on a bien une loi, mais les objectifs, on n'en respecte pas les objectifs, eh bien, c'est de proposer des mesures pour que notre pays respecte l'objectif disons à horizon 2030, d'au moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre, et ceci dans un esprit de justice sociale. Donc ça, c'est ce à quoi les 150 citoyens se sont appelés. Donc, disons, il faut, voilà, disons, la France est aussi aux premières loges de ces aspects réchauffement climatique. Donc voilà, et de la lutte contre le réchauffement climatique, les effets sont aussi importants. Par exemple, bon, si vous regardez, par exemple, je prends le rapport du sénateur Dantec et puis d'un autre, de Ronan Dantec et d'un de ses collègues, eh bien, qui monte disons, dans ce rapport, vous voyez le débit des fleuves et rivières en France en 2050, et ça, disons, on est parti sur des débits de fleuves et rivières qui pourraient être divisés plus que divisé par deux dans certaines régions. Les régions du sud-ouest et diminué d'au moins 20 à 30% partout, parce que le réchauffement climatique, même s'il n'y a pas de changement de précipitation, il y a une augmentation de l'évaporation. Donc voilà, donc on est quand même en France dans un contexte où on a du retard dans ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone. Voilà, et dans cette stratégie bas carbone, en fait, c'est une stratégie tous les 5 ans. On a déjà du retard, et même s'il y a les 2 prochaines stratégies sont là aussi ambitieuses, il faut absolument tenir le cap. Et tenir le cap, ça veut dire changer complètement de modèle économique en France. C'est bien ça. Ou bien, si on repart, il faut vraiment en profiter. Voilà. Ensuite, il y a un autre point qui est important qu'il faut quand même avoir en tête, parce que donc ça, je ne vais pas faire trop de publicité pour ce à quoi je suis attaché directement, mais en France, il faut avoir les chiffres en tête. Disons, actuellement, dans la lutte contre le réchauffement climatique, enfin, il faut avoir. Donc, en gros, on investit 40-50 milliards chaque année. Il manque, grosso modo, au moins 20 milliards, peut-être plus, chaque année, pour, disons, être capable de... Parce que ce sont des investissements, ce sont des emplois, ce sont des investissements, c'est attractif pour les jeunes parce que ce sont vraiment des nouveaux métiers. Donc, il faut surtout penser que réussir cette transition, c'est synonyme de dynamisme économique. Et donc, il faut bien voir qu'en France, eh bien, ce qu'il faudra mettre chaque année entre 2020 et 2030 pour réussir la transition, c'est de l'ordre de 20 milliards supplémentaires, peut-être plus, mais enfin, disons, quelques dizaines de milliards. On voit bien qu'on met et je ne rentre pas du tout en cause, on met actuellement, c'est plutôt 20 milliards par semaine qu'on va mettre, ou l'équivalent, enfin, disons, garantir 300 milliards, on a déjà promis 45 milliards, ce qui est logique, je ne remets pas du tout ça en cause, mais il faut bien avoir les ordres de grandeur. Disons, il serait vraiment souhaitable que la relance économique prenne ça en compte, et ça veut dire simplement, c'est pas de faire une relance, ce serait injecter de l'argent, mais que cet argent, effectivement, serve à la fois à la relance économique, mais serve aussi, évidemment, à la lutte contre le réchauffement climatique et au respect de nos objectifs. Voilà, ce serait ça qu'il faudrait faire. C'est un peu cela. Donc, mais il faut bien comprendre, et c'est, bon, voilà, au niveau européen, les chiffres sont aussi du même ordre de grandeur. En termes, au niveau européen, ce qu'il faudra investir chaque année, donc en France, c'est plutôt 60 à 80 milliards qu'il faudra investir chaque année. Je le redis, il y a déjà des investissements qui existent, 20 milliards supplémentaires. Au niveau européen, ce serait de l'ordre d'un peu plus de 1000 milliards chaque année. Donc, et à peu près 300 milliards supplémentaires, dont 300 milliards supplémentaires. Donc ça, ce sont des estimations de la Cour européenne des comptes, et d'où notre slogan, que j'ai quand même, donc bien sûr, ce qu'on a proposé avec Pierre Laroutourou, à savoir, disons, notre slogan, on a mis 1000 milliards pour sauver les banques, on peut mettre 1000 milliards pour sauver le climat, voilà, puisque c'est un peu toujours la dynamique de sortie de la crise de 2008 a été quand même celle-là, disons, le quantitative easing. C'est quand même clair que, voilà, donc il faut bien comprendre que les chiffres qu'il faudra mettre en termes d'investissement, qu'il faudra mettre supplémentaires, je parle bien, soit aussi bien au niveau français qu'au niveau européen, ne sont pas des chiffres astronomiques. C'est pas rien, mais par rapport aux chiffres qui circulent actuellement, voilà, au niveau planétaire, c'est 6 000 milliards chaque année qu'il faudrait mettre, peut-être 2 000 milliards supplémentaires. C'est ce qu'est capable de mettre Donald Trump sur la table aux États-Unis.
Donc il faut avoir c'est quand même enfin ce rapport. Voilà. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'une large partie de la relance économique s'inscrive dans cette lutte contre le réchauffement climatique, et ce serait, je le redis, synonyme de dynamisme économique, pas le contraire, de création d'emplois. L'ADEME nous dit que réussir la transition, ce serait en France 600 000 à 900 000 emplois nets. Il y a des pertes d'emplois dans certains secteurs, des gains d'emplois dans d'autres. Voilà un petit peu les chiffres qu'on a pour la France. Donc, Ok, merci beaucoup, Jean. Peut-être, je ne sais pas, Boris, Olivier, vous avez des questions? Allô? son cas. Oui, Boris est toujours là? Oui, je suis toujours là. Et Ouais, mais Boris a déjà posé sa question. Moi, vas-y, Isabelle, prends ton temps. non, est-ce que Olivier, tu es toujours là? Tu nous entends? Bien sûr. Ouais, bon, peut-être. J'espère que c'est enregistré, si tu veux repasser. Il y a des Alors, questions qui sont posées sur la boucle par, oui, si tu peux les vas-y. voir. Alors, s'il y en a, oui, je vous laisse faire. Allez-y, oui. Allez-y, vas-y, Boris. Ouais. Alors, pardon, hein, c'est Gabriel Siri qui pose cette question. Oui. Pourrait-on demander le point de vue de Jean sur les mesures prioritaires à mettre en place dans le secteur financier pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris? Interdire les nouveaux investissements dans les énergies fossiles, par exemple, renchérir les investissements polluants dans chaque secteur, pour donner que ces deux exemples. Oui, donc, bon, ce qui pourrait être fait, c'est effectivement dans le secteur financier. Bon, c'est d'abord, il y a quand même beaucoup, il reste beaucoup de subventions aux combustibles fossiles, y compris en France. Hein, donc, les déductions fiscales qui sont faites bien sûr, dans le monde agricole, il y a beaucoup de niches fiscales qui sont quand même, disons, des subventions déguisées aux combustibles fossiles. Donc, ça, on peut se poser la question. On voit bien la difficulté, hein. C'est pas, mais voilà. Donc, et puis, effectivement, le secteur financier a vraiment un rôle très important à jouer. Donc, bon, je discute pas mal avec. Il y a et le secteur financier, on est de plus en plus conscient. Pourquoi? Parce que le secteur financier voit bien les risques qu'il y a, disons, potentiels si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, il y a des risques pour certains biens. Voilà, donc le secteur financier est relativement actif, mais disons, ceux qui sont actifs dans le secteur financier sont quand même assez à la marge. Mais voilà, disons, le désinvestissement complet du charbon, puis progressivement des autres émissions, des autres combustibles fossiles serait certainement intéressant. Il y a aussi des désinvestissements, il y a aussi bien sûr les investissements qui seraient importants dans tout ce qui concerne le renouvelable, l'efficacité énergétique. Quand on regarde au niveau planétaire, si vous avez de l'argent, la première chose à faire, si vous voulez, en termes disons, être efficace en termes de lutte contre le réchauffement climatique, c'est de le mettre dans tout ce qui concerne l'efficacité énergétique. Ça peut être l'isolation des bâtiments, l'efficacité de tous les systèmes de production. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, vertueuses aussi. Donc, c'est réorienter effectivement l'investissement, l'épargne. Il y a beaucoup d'argent, hein, je vous dis, les sommes à mettre disons, à dédier au réchauffement climatique sont importantes, mais ne sont pas, disons, extraordinaires par rapport aux chiffres qui circulent aujourd'hui. Donc, dans le secteur financier, il y a beaucoup à faire, effectivement, s'il le souhaite. Alors, il y a une prise de conscience du secteur financier, je crois quand même, mais c'est bon, quand même, disons, moi je travaille avec Amundi, c'est une partie du portefeuille d'Amundi, dans les autres qui est vraiment, disons, observé à la loupe par rapport au type d'investissement. Ce ne sont quand même pas tous les investissements. En fait, il faudrait que tous les investissements soient vertueux, mais ça, c'est peut-être un rêve, évidemment, mais il y a beaucoup à faire. Le secteur financier tient vraiment, disons, vraiment un très, très grand rôle à jouer, c'est certain. Alors, du coup, je me fais peut-être Boris, peut-être que Oui. Lounès, j'échangeais là par SMS avec Lounès en même temps, il peut peut-être donner la parole aux gens qui veulent poser des questions. Lounès, est-ce que tu peux faire ça? Alors, Jean-Marc Germain vient de poser une question sur la boucle, donc peut-être qu'il est disponible pour la poser. Jean-Marc, Oui, est-ce je que peux tu peux faire la ça. poser?
Je vais ouvrir le micro de Jean-Marc. Ok, super. On va essayer de vous faire intervenir les uns les autres successivement. D'accord. C'est plus. Alors Jean-Marc, il faut juste que tu ouvres tu enlèves le mute. Ton micro est coupé. Bon, bah, peut-être qu'on va pas Est-ce qu'on faire. m'entend? Oui, ça y est, on Oui. t'entend, Jean-Marc. Oui, on t'entend. Vas-y. Bonjour Salut, à Jean. tous, oui, bonjour Jean, merci d'être là avec nous. Oui. Je voulais te poser une question sur le rapport Kiné, qui a donc proposé des prix sur la valeur de l'action climat qui sont assez élevés par rapport à ce qui prévalait auparavant. Je voulais savoir quel est ton avis et puis surtout quel est l'usage qu'on peut en faire. Est-ce que l'idée, par exemple, d'une loi qui fixerait une valeur tutélaire du carbone qui s'imposerait dans les marchés publics ou pour poursuivre la question de Gabriel Siri, comme ratio prudentiel des banques, voire dans les comptabilités internes des entreprises, est quelque chose auquel vous réfléchissez? Donc, bon, d'abord, bonjour Jean-Marc, merci. Oui, d'abord, comme tu le sais, je ne suis pas économiste, mais ça m'intéresse. Donc, bon, bien sûr, bon, je suis très, très favorable à une fiscalité carbone. C'est ça qui est un premier point qui est important. Et bon, évidemment, la fiscalité carbone doit être juste et elle ne l'était pas, c'est clair dans l'augmentation de la taxe carbone telle qu'elle était envisagée. Hein. Il y a quand même des chiffres qu'il faut peut-être rappeler. C'est intéressant quand on regarde l'augmentation de la taxe carbone telle qu'elle était envisagée, de façon relative par rapport aux revenus. Alors, de façon absolue, hein, c'est clair que ce sont les revenus les plus élevés qui émettent le plus de gaz à effet de serre, donc qui auraient été les plus affectés par l'augmentation, mais de façon relative par rapport aux revenus, les 10%, disons, les 10%, le décile de bas revenus est 3 fois plus affecté de façon 3 fois plus importante par rapport à ce revenu que le 10% du décile le plus haut. Donc on voit bien l'injustice de cette taxe carbone. Alors, il faudrait vraiment, je pense que la taxe carbone devrait s'appliquer à tout le monde, mais qu'elle soit effectivement par rapport aux revenus relativement équivalente pour tout le monde. Bon, ça c'est un point, donc je veux dire, moi je reste quand même attaché à la taxe carbone et comme tu le dis, à une valeur tutélaire. Je pense que si on n'a pas d'outils pour effectivement faire rentrer de l'argent, disons, il faut aussi penser à des recettes. Donc moi j'y suis assez. Donc je pense que le rapport Kiné, donc il s'appuie aussi sur le rapport pas mal de Stéphane Algat et celui qui a été fait au niveau de la Banque mondiale. Stéphane Algat étant un Français, donc avec un prix plancher et puis un prix plancher, un prix plafond. Donc moi je pense qu'effectivement il faut disons aller à un prix du carbone relativement important, hein, disons de façon progressive, ce qui était déjà le cas dans la loi en France. Hein. Il était relativement important en 2030, disons. Et donc ça, j'ai pas de problème avec ça. On voit bien que des pays où le prix du carbone est à 120 euros la tonne ou dollars la tonne comme la Suède, disons du point de vue économique, l'économie continue à fonctionner. Donc ensuite, évidemment, il faut trouver des mécanismes qui rééquilibrent évidemment cette taxe carbone. Donc c'est tout un édifice. Moi, je ne suis pas économiste, mais je regarde beaucoup et je pense que, disons, la suggestion, je pense important qu'on reste attentif à une fiscalité carbone et qu'elle est importante. Elle est importante au niveau européen. On peut parler de taxes aux frontières. Donc, oui, il faut. Alors, en interne, maintenant, bon, y compris chez Total, par exemple, j'ai discuté avec, bien sûr, chez Total, avec Patrick Pouyanné. Donc voilà, donc ils donnent aussi en interne, ils donnent un prix au carbone pour forcer les gens à réfléchir. Donc ils donnent un prix interne. Donc ce serait bien que les entreprises se donnent un prix interne au carbone. C'est un jouet d'une certaine façon, mais ça permet d'évaluer un investissement par rapport à. Donc oui, en interne, alors je sais que ça existe au Total, je pense que ça existe dans d'autres entreprises, c'est pas le problème, mais voilà un petit peu. Donc moi, je suis assez favorable, enfin en tout cas, à une fiscalité carbone. Je pense qu'on a des propositions intelligentes qui sont faites et qu'elle doit effectivement être assez ambitieuse.
Merci. Je crois qu'il y a une question de Béatrice Bellet, d'après ce que Lounès me dit. Béatrice? Oui, allô? Oui, Oui, Vous m'entendez? bonjour. Bonjour Béatrice. Bonjour. Alors, je retourne à la question parce que je pensais que vous avez. Alors, j'avais presque deux questions, mais enfin, il y en a une sur laquelle la réponse a déjà été donnée sur le caractère vertueux, on va dire, des entreprises et de l'aide d'État qui pourrait du coup être conditionnée à cette vertuosité, Bien sûr. outre ce que vient, enfin, ce que vous venez d'évoquer sur le prix, en tout cas carbone dans les entreprises, et du coup la communication de ce prix. Peut-être qu'on peut imposer aux entreprises en effet de quantifier encore une fois tout cela et de fait de conditionner l'aide qu'on peut leur apporter. La deuxième question, enfin qui était la première en fait, c'était est-ce que en l'état actuel de la crise, qui n'est plus seulement une crise sanitaire, mais on l'a bien compris qu'il y a une crise mondiale, autant sociale qu'économique, on ne peut pas craindre que le contexte repousse les objectifs aujourd'hui de baisse d'émissions de gaz à effet de serre et singulièrement repousse les dates qui avaient d'ores et déjà été évoquées, des grands rendez-vous sur le climat tels que on les connaît. Glasgow, oui, bien sûr. Et moi, peut-être je rajouterais à la question, est-ce que il y a des chiffres qui commencent à tomber sur l'ampleur de la crise économique, même si ça reste très fragile. Demain, on reçoit Xavier Timbaud qui a sorti là pour la France une note de la FCE sur l'impact économique en termes de croissance. L'INSEE a fait la même chose. Est-ce que tu as une idée aussi de ce que à l'inverse de la question que pose Béatrice, de ce que ça peut signifier en termes de non-émission liée à un investissement économique de gaz à effet de serre? Oui, donc oui, il y a des premiers chiffres qui circulent. C'était vrai aussi pour la Chine. C'est une baisse des émissions. Alors c'est ponctuel sur sur les semaines, les 2 dernières semaines, de l'ordre de 30% des émissions de CO2. Donc c'est loin d'être négligeable. Disons que quand on regarde si disons sur les 3 prochains mois, on avait au niveau planétaire de ce type-là, ça ferait une diminution disons annuelle probablement de 5-6%, qui serait probablement supérieure à celle qu'on a connue en 2008 en termes de diminution. C'est-à-dire on pourrait avoir probablement 2 ou 3 milliards de tonnes de CO2 en moins. Donc de CO2 et de CO2 équivalent, on pourrait passer vers 52, 53 en 2020, disons tel que en termes d'émissions de CO2 équivalent, probablement pas moins. Donc on va pas passer non plus à 30 ou 40. Donc parce qu'il y a le chauffage est toujours là, donc l'activité économique, enfin il y a aussi le chauffage, mais les chiffres, je crois que le premier chiffre en France était aussi 30%. Donc sur les dernières semaines, c'est des chiffres. J'ai demandé au CITEPA, il n'y avait pas de chiffres encore. Voilà, mais donc c'est un peu cela, donc la question. Oui, ensuite, pardon. Oui. Donc la question de Béatrice, c'était dans l'autre sens. Il y a aussi, oui, non, il y a aussi un autre point qu'on évoque peu, c'est que la pollution qui nous pose problème, en particulier en termes de problèmes de santé, elle contrecarre une partie du réchauffement. Disons que les aérosols, alors pas le N2, enfin pas le NO2, pas l'oxyde d'azote, mais disons ni les particules fines, mais plutôt les aérosols sulfatés qui sont aussi émis, eux servent de noyau de condensation dans les nuages, et la pollution contrecarre une partie de l'augmentation de l'effet de serre. Donc c'est pas sûr que l'arrêt de la pollution ne soit pas, disons, l'arrêt de la pollution doit aussi être pris en compte par rapport au bilan, disons, radiatif. Donc, c'est pas sûr que là aussi, on gagne beaucoup. Voilà. Mais la question de Béatrice... Oui, la question, alors, je reviens à la question, du coup, j'ai oublié la question, Isabelle. Béatrice, merci de la redire.
Béatrice, oui. Juste avant, est-ce que je peux me permettre de prendre la parole, Olivier Faure à l'appareil? Oui, bonjour Olivier. Bonjour. Et juste pour que, dans un but pédagogique, pour rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant, bon, tout le monde finit par comprendre que la crise sanitaire entraîne une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, Oui. chacun comprend bien en ce moment qu'il y a un effort colossal, qu'on est 1 milliard à être confinés. Avec ce milliard de gens confinés, une baisse de l'activité. Combien d'équivalents crise actuelle faudrait-il pour arriver à obtenir des résultats qui soient à la hauteur de ce qu'il faut faire? Si, disons, je pense que si la crise actuelle, alors la réponse est un peu dit, si la crise actuelle était sur une année, on peut penser diminuer nos émissions de CO2 de 30%. Donc, on arriverait assez rapidement, disons, au niveau planétaire, on arriverait assez rapidement à ce qu'il faudrait faire en 2030. Alors, pour 2 degrés, il faudrait passer à 40 milliards de tonnes. Mais c'est même pas, disons, pour 1,5 degré, il faudrait diminuer de 7% chaque année. Or, ce dont je vous ai parlé, la crise, si elle dure 3 mois, c'est plus une diminution de 4 à 5%, mais il faudrait faire ça chaque année, hein, d'ici 2030. Donc, c'est énorme, effectivement. Donc, Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il faudrait l'équivalent d'une crise sanitaire d'1 mois chaque année pour parvenir à l'effort nécessaire pour tenir les résultats, enfin les objectifs des accords de Paris? Plus que ça, il faudrait il faudrait une crise sanitaire permanente en termes d'émissions pour arriver vers 40 milliards de tonnes quasiment permanentes pour arriver. Alors, évidemment, on peut changer pendant le système économique, mais pour y arriver sur un an, il faudrait 7% cette année, chaque année. C'est une crise sanitaire qui, 30%, allez, ouais, 3 mois de l'année, arrêt complet de l'activité, arrêt complet de l'activité sur l'ensemble de la planète. Ce serait 3 mois de l'année à peu près. D'accord. Tous les ans? Tout à fait. Bon, oui, tous les ans. Et puis après que l'activité ne reprenne pas. Donc, oui. Donc, oui, non, c'est énorme quand on regarde, bien sûr. Diviser par 2 nos émissions entre 2020 et 2030, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer, mais vu de notre côté, c'est ce qu'on a toujours dit, Olivier. Donc, on n'a pas changé nos chiffres, nous, depuis 30 ans. Moi, je pense que, disons, on est resté, nous, sur la même ligne depuis 30 ans. Ce qu'on dit aujourd'hui est vraiment ce qu'on envisageait il y a 30 ans. Donc, oui, mais ce qu'il y a, c'est que pour le faire partager sur un plan pédagogique, parce que jusqu'ici, ouais. Tout le monde a l'impression que si on arrête de prendre sa voiture pour aller acheter son pain, etc., on va finir par arriver à quelque chose. Mais quand on voit l'ampleur de ce qui est demandé, il faut arriver à faire prendre conscience de la dimension que ça peut avoir. Oui. Et ça, je reviens à la question de Brice tout à l'heure, c'est si le résultat attendu demande un tel effort, sans doute faut-il, parce qu'on est tous à dire qu'il faut changer de modèle, mais fondamentalement, la réalité, c'est que quand la crise sanitaire sera terminée, la première chose qu'on fera tous, c'est de dire il faut sauver l'emploi, il faut ceci, il faut cela. Et donc, on ira sauver l'automobile, on nationalisera les compagnies aériennes pour qu'elles ne coulent pas. Tout l'argent sera réinjecté dans l'économie carbone classique et ça repartira comme avant. Donc, c'est là où il y a peut-être. Oui, mais il ne faut pas baisser les bras, Olivier, c'est ce qu'on dit. Non, je ne les baisse pas. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est qu'il faut arriver à donner des objectifs. Il faut fixer des objectifs, c'est très clair. Si on dit, par exemple, qu'il faut qu'il y ait un avion sur 2 désormais qui ne vole plus, ça permet de se faire comprendre. Parce que là, il y a quelque chose, c'est tellement gigantesque qu'on parle de milliards de tonnes d'émissions de CO2. Ça, c'est très abstrait. Pour un climatologue, c'est très concret. Pour le citoyen qui est chez lui en train de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Si on lui dit, il faut qu'il n'y ait plus qu'un avion sur 2 qui circule, qu'à chaque fois, qu'il n'y ait plus de SUV. Peut-être qu'il y a des choses radicales qu'il faut émettre qui permettent de se faire comprendre et d'arriver très vite à un modèle de développement différent. Donc moi, je peux répondre à la question. Par exemple, en France, actuellement, le transport, c'est 30%. Or, on vise déjà des diminuer. Entre aujourd'hui et 2030, les 40%, c'est par rapport à 90, on vise pratiquement entre 25 et 30%. Donc, si on ne change pas, disons, si on restait tout le reste, si on ne changeait rien disons par exemple au bâtiment, l'urbanisme, à nos systèmes de production, eh bien, l'arrêt complet du transport nous permettrait effectivement d'atteindre automatiquement l'objectif 2030. Mais pour la neutralité carbone, il faut effectivement que le mode
là, il faut passer à l'électrique, il faut passer disons, il faut de l'énergie non émettrice de gaz à effet de serre, c'est très clair. Donc, il y a l'efficacité énergétique, il y a le mix énergétique, voilà, qui sont quand même, il faut quand même avoir ça en tête. Ce n'est pas, disons, le monde qu'on se prépare n'est pas du tout un monde figé. Au contraire, moi je pense qu'on peut se préparer à un monde attractif en émettant moins de gaz carbonique, mais il faut effectivement aussi regarder ce qui se passe à la source et beaucoup d'efficacité énergétique et bien sûr il faut de l'efficacité énergétique, mais il faut aussi de la sobriété. C'est très clair. L'efficacité énergétique, c'est faire les mêmes choses avec moins d'énergie, c'est très bien. Et puis la sobriété, c'est regarder ce qu'on fait. Effectivement, je ne pense pas que sans sobriété, on y arrivera. Merci beaucoup. Du coup, peut-être Béatrice. Ah ben Béatrice a plus sa question. Moi, j'ai perdu la question de Béatrice. Alors, est-ce qu'on a perdu Béatrice ou est-ce qu'on a perdu juste la question de Béatrice? Béatrice, est-ce que tu nous entends? Ah oui, tu dois nous entendre, mais est-ce que tu peux parler? Alors, pas encore. Béatrice est déconnectée. Merci Lounès, c'est bon. Ah si, ça y est. Oui. Voilà. Donc l'après, le vertueux que vous énoncez, évidemment, est très important, mais je pense qu'en effet, les positions, notamment des climatologues et de toutes les personnes qui revendiquent aujourd'hui une transition énergétique n'ont pas changé, une transition écologique n'ont pas changé depuis 30 ans. Pour autant, moi, le doute que j'ai, et on voit ne serait-ce que ceux qui se passent sur les commandes de masques, me mène à dire que la crainte est qu'on reparte en effet sur un certain nombre de productions, sur des visions un peu productivistes, et de fait sur une remontée gigantesque et peut-être même brutale au moment où certains pays vont décider de se déconfiner, ce qui est d'ores et déjà le cas en Chine, et de fait d'un boom des émissions des gaz à effet de serre au niveau mondial probablement, parce que toutes les industries voudront se relancer et répondre rapidement aux commandes qui leur étaient faites. Et par ailleurs, j'avais posé également la question du risque, et peut-être du coup là de notre position au parti, de revendiquer que les rendez-vous climatiques soient maintenus, parce que l'on peut également redouter que ces rendez-vous soient renvoyés au calendrier grec. Voilà, oui, non, donc oui, mais c'est effectivement aussi ma crainte. Donc ma crainte qu'on reparte sur, voilà, sans porter attention aux problèmes environnementaux au sens large. Donc c'est ma crainte aussi, je ne vais pas dire, mais bon, je pense, enfin, disons, dire qu'il y a de l'espoir dans un autre mode de développement, y compris de l'espoir de dynamisme économique, c'est aussi, je pense, ma conviction. Moi, j'en suis convaincu. J'ai pas mal travaillé avec Pierre Laroutourou et tout ça, donc je pense qu'on a quand même, je veux dire, c'est une erreur collective de penser que notre mode de développement est forcément accroché à l'utilisation de combustibles fossiles. Il y a vraiment, le développement des renouvelables, je suis très attaché, donc voilà, il y a un débat sur le nucléaire, mais on peut discuter de tout ça, mais si vous voulez, c'est quand même ma crainte que ça reparte comme avant. Donc, moi j'ai toujours l'espoir qu'en creux, l'annonce le discours d'Emmanuel Macron, disant que l'après ne sera pas comme l'avant, incluait aussi cette partie par rapport à l'environnement. C'est peut-être pas vrai, mais j'aimerais tellement que ça se fasse. Voilà, c'est aussi un moment, parce qu'il va y avoir, l'idée c'est qu'il va y avoir beaucoup d'argent de réinjecter. Donc c'est peut-être un moment où aussi on peut profiter de changer la trajectoire, si vous voulez. Donc je pense que ça va être vrai au niveau américain. Alors repartir avec énormément d'argent et sur le même mode, ça serait vraiment extrêmement regrettable. Voilà. Mais je partage cette crainte. Voilà. Mais je vois que vous êtes ici assez convaincus qu'il faudrait peut-être changer, donc c'est très bien. J'essaye de convaincre. Voilà. Alors oui, vous avez raison. On parle déjà de. Donc, comme vous savez, c'était une grande année de la biodiversité, donc avec la réunion de l'UICN à Marseille qui est déjà annulée, ça c'était en juin. Il y a aussi la COP15 de biodiversité qui était en Chine, dont on voit pas, elle n'est pas encore annulée, je pense, je suis pas sûr, mais on voit bien en fait, c'était
2020 était une grande année pour la biodiversité, aurait dû, et la perte de biodiversité est tout aussi inquiétante et ça me soucie tout autant, même si je parle plus de climat évidemment. Voilà, mais c'est un vrai problème et certainement au même niveau disons, vraiment par rapport à notre futur développement et avec disons, un lien très fort l'un avec l'autre. Eh bien, mais Glasgow, donc, disons, la COP26 est très importante puisque c'est normalement donc l'accord de Paris. Jusqu'ici, nous ne sommes pas dans la période de l'accord de Paris. Nous sommes, je l'ai dit rapidement, toujours dans la deuxième phase de l'accord de Kyoto, hein, c'est-à-dire ce qui s'est discuté à Copenhague. Donc la France, disons, avec ses engagements 3x20. Voilà, mais effectivement, on compte beaucoup sur Glasgow pour relancer la mécanique. Voilà, donc, mais c'est pas si simple. Donc, alors on compte aussi sur, on verra, il y aura du point de vue de la communauté scientifique. Alors ça, j'espère que ça ne sera pas décalé, mais il y a déjà des messages qui circulent. Les gens se posent des questions il y a un rapport du GIEC qui doit sortir en 2021, le 6e rapport, la partie scientifique, le rapport complet en 2022. C'est aussi important d'avoir, disons, des messages clairs de la communauté scientifique. Et moi, je ne suis plus impliqué dans le GIEC, mais c'est vraiment d'excellente qualité. C'est notre collègue Valérie Masson-Delmotte qui l'est surtout au niveau français. Mais voilà, les gens commencent aussi, et ça, c'est extrêmement regrettable, Béatrice. Bon, en particulier du point de vue politique, si Glasgow ne peut pas se tenir à la date envisagée, c'est vrai que c'est autant de temps perdu. Puis on voit bien que c'est une dynamique de perdu. Et donc, voilà, donc oui, c'est regrettable et on peut le craindre pour le moment, en tout cas pour Glasgow, c'est déjà acté pour la biodiversité du ICN à Marseille. Oui, tout ça, ce ne sont pas des bonnes nouvelles et donc il vaudrait mieux que Glasgow soit maintenu disons, mais bien sûr, c'est pas maintenant qu'on doit en décider non plus. Pour le moment, je ne crois pas que ce soit encore reporté. Donc c'est fin novembre. Ok, merci. Il y a une question de Violaine Gillet, je crois. Lounès, si tu peux la mettre en ligne. Allô? Oui. Violaine est en ligne, il faut qu'elle remette son micro. Ok. Ça y est. Merci. Ça y est? Violaine, tu nous entends? Attendez, je vais essayer de déconnecter. Ah bah. Vas-y, Violaine. Ouais, c'est bon, vous entendez? Oui, oui, on t'entend. Oui, oui. Ok. Moi, ma question, c'était par rapport à la remarque tout à l'heure sur la loi qui est parfaite. Effectivement, la loi sur la transition écologique, sur la croissance verte, je la pratique professionnellement. Je m'occupe d'un bilan carbone pour un grand établissement public. Sauf que je mesure bien qu'il y a une méconnaissance totale. Et moi, j'ai 2000 salariés à convaincre. Quand je leur explique qu'avec quelques mesures, on va pouvoir gagner 0,03 tonnes équivalent carbone par salarié, c'est difficile, mais on y arrive. On y arrive parce que, voilà, et on y arrive au bout de 4 ans de travail sur un bilan carbone et vraiment avec les dents et à tout petits pas. Par contre, quand je suis par ailleurs élue dans des collectivités, je leur parle de la loi TECV, ils ne connaissent pas. Que ce soit des maires, que ce soit... Alors oui, sur des grandes collectivités, on va connaître parce qu'il y a des moyens qui sont avec, etc. Mais tout ça pour dire que dans le grand public, c'est relativement méconnu et que je me dis, il y a beaucoup d'efforts de pédagogie à faire. Ce que je fais professionnellement, si on devait le faire sur le grand public, je ne sais pas quel temps ça prendrait. Et je me pose la question de savoir si on a encore le temps de faire de la pédagogie ou si on ne doit pas passer assez rapidement à quelque chose. Alors, j'ose pas dire de coercitif, mais en tout cas de fortement incitatif. Parce que voilà, de conférence en réunion, je finis par me dire que si on ne pousse pas, les SUV, ils continueront à fleurir dans les rues. Et que peut-être qu'à la naissance, on devrait tous avoir un bilan carbone individuel, comme on a le carnet de vaccination avec un droit à émettre, y compris quand on devient capitaine d'industrie. Hein, parce que je pense que le transport maritime et tout le reste, et nos vaches aussi, peut-être, devraient avoir un permis d'émettre. Mais voilà. Je ne sais pas. Moi, je suis en phase avec vous. Hein, donc, je pense. Bon, alors, au point de vue des élus, bon. Bien sûr, moi je fais des conférences, je réponds, j'ai souvent des invitations, surtout les communautés d'agglomération, les métropoles, quand ils lancent leur plan climat, par exemple, leur PCAET.
voilà, il y a souvent des réunions avec les glaciologues, enfin avec les climatologues, on répond généralement présent. Donc moi, il m'arrive très souvent de faire des conférences justement avec des élus. Voilà, nous on est aussi, par exemple à l'Institut Bercier-Laplace, on essaye de lancer des formations pour les élus, mais tout cela, il faut, voilà, ça prend du temps effectivement. Alors il faut être, alors on va être au pied du mur, enfin disons collectivement assez rapidement, puisque disons que normalement les 150 citoyens vont faire des propositions et je pense qu'ils vont prendre à cœur d'avoir des propositions qui répondent à leur objectif, à l'objectif de leur mission qui est de diminuer de moins 40% les émissions de gaz à effet de serre en France à horizon 2030. Ils sont S'ils le tous font, désormais convaincus, Jean. Jean, ils comment? sont tous désormais convaincus de cet objectif. Est-ce Oui, que bah oui, il y a voilà, donc effectivement au départ il y avait très probablement des gens qui n'étaient pas du tout convaincus, soit du réchauffement ou de l'urgence climatique, mais quand vous passez un week-end à écouter, bon là Valérie Masson-Delmotte, d'autres qui sont venus s'exprimer, je pense que rapidement les gens sont convaincus de la réalité du problème, et quand on leur parle de réchauffement de 4-5 degrés, des conséquences, il y a quand même, oui, là pour enfin oui, il y a, disons que cette étape de, disons, d'acculturation par rapport au problème du réchauffement climatique et de ce qui est lié du point de vue, il y a l'aspect social aussi. Les gens sont très convaincus et ils l'ont bien assimilé, donc ils sont vraiment passés à des mesures. Alors ces mesures, quand même, normalement, elles vont aller, elles vont soit être, bon, peut-être certaines vont être proposées au référendum, mais il y en a aussi une bonne partie qui devrait aller, je pense, vers nos parlementaires, vers vous. Et donc, Alors, il y a une bon, question de Jean-Marc, il y a une question de Jean-Marc qui tourne sur la boucle et qui est, est-ce que tu peux nous en dire plus de ces propositions? non, non, Jean-Marc, non. C'est promis. Bon, alors On a arrête-toi, essayé, on a Jean-Marc. essayé. Jean-Marc, on a pris un engagement. Les citoyens, ils sont remarquables parce qu'ils ne disent pas trop. Je peux aller prendre les feuilles, là, j'ai la liste des propositions, mais je n'irai pas. Donc voilà, non, mais ce sont des propositions de bon sens. Qu'est-ce que je peux dire? Moi, j'étais en charge de la partie climat-énergie dans le Grenelle de l'environnement. On avait fait un rapport de 900 pages. Il n'y a pas vraiment de mesures nouvelles. C'est la mise disons, la proposition de mise en œuvre disons, de mesures dont on connaît tous. Il ne va pas y avoir de surprise, mais ce ne seront pas, disons, on ne peut pas espérer respecter l'objectif moins 40% en France avec des mesures à la marge. C'est très clair. Donc ça ne peut être que des mesures significatives. Hein, disons, voilà. Donc on va être, donc effectivement, hein, ça arrivera devant le Parlement. Vous aurez à discuter les parlementaires de ces mesures qui sont proposées par les citoyens. Mais c'est vrai que là, disons. L'espoir de la Convention citoyenne, c'est que, disons, des mesures proposées par les citoyens, c'est l'espoir qu'elles soient plus facilement acceptées par la population. On verra bien à ce moment-là. Mais c'est vrai que la Convention citoyenne telle qu'elle est mise en place, c'est peut-être de nature à répondre à cette question il faut peut-être être plus actif et plus directif. Mais ça, voilà. On verra bien, mais ça va. Bon, notre problème, c'est que, voilà, on a le problème de tout le monde. Là. Normalement, nous serions dû conclure le week-end prochain. Donc, ce week-end, en fait, comme on veut absolument que les mesures soient votées, disons, avec présence physique des citoyens, on aura effectivement un week-end citoyen comme on fait actuellement, donc voilà, par webinaire et par tout cela. Donc le week-end citoyen va bien prendre place, mais on ne pourra probablement pas conclure et présenter les mesures qui auraient dû être. On va prendre 6 mois de retard, puisque au mieux, ça seront avalisées en septembre. Donc on va voir aussi peut-être comment on peut contribuer, si les citoyens peuvent contribuer au plan de relance ou à quelques idées, on verra tout ça, mais c'est ça dont on discute actuellement. Mais là aussi, on voit bien voilà où nous en sommes. Alors, je vois des questions de François Timel, Céline Nkinet et Anna Pic. Alors, il y en a peut-être d'autres, mais pour l'instant, c'est ce que je vois. Donc, est-ce que François peut rentrer en ligne et poser sa question?
Et donc ensuite, Bon, il peut Céline et parler. Oui. François? François? Allô? Son micro est ouvert, normalement il peut s'exprimer. François, tu nous entends? François Timel? Allô, allô? Bon, on va Bon. passer à Céline. Hein? On passe à On passe Céline? à Céline. Ouais. Donc François, peut-être prépare-toi pour la question d'après. Voilà, la question suivante. Céline, il faut que tu ouvres ton micro. Alors là, est-ce qu'il est Ça y est. ouvert? Ça y est. Voilà, on Oui, t'entend. oui, ça va. On vous entend, Céline. Oui, bonjour Jean. Bonjour. Alors moi, je voulais savoir, pour en revenir plutôt à la crise sanitaire, en quoi est-ce que le réchauffement climatique stimule des pandémies et autres menaces sur la santé? En quoi on peut le démontrer? Et est-ce que il existe et est-ce qu'il est possible d'établir un lien entre, d'une manière ou d'une autre, entre la crise actuelle du coronavirus et le changement climatique? Alors, Non, Jean, à la peut-être, dernière. Jean, Oui. je me greffe du coup à cette question parce que j'avais échangé avec Valérie Oui. Delmotte-Masson très Hmm. rapidement là-dessus, sur, je lui ai posé la question, par écrit, hein, Hmm. lien réchauffement climatique, perte de biodive et pandémie. Et alors elle, contrairement à ce que tu nous disais un peu tout à l'heure, elle a été absolument lapidaire dans sa réponse en disant biodiversité, bien sûr. Enfin, toi, ça a Oui, été, voilà. bah Donc, oui. ouais, Oui, ok. biodiversité, bien sûr, oui, c'est ce que Mhm. j'ai dit, oui, ça c'est clair. Il y aura de la perte de biodiversité liée au changement climatique, ça oui. Non, 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 Mais mais sur la entre perte de biodiversité et pandémie. Ah, oui, alors ça c'est autre chose. Ah oui, j'ai pas répondu à cette question-là du tout. Voilà, voilà. Non, j'ai pas. Alors là, euh, oui, bah disons, un des problèmes du réchauffement climatique, c'est par exemple, ça peut jouer aussi sur la biodiversité. Alors des pandémies, il y a quand même des maladies, enfin des maladies spécifiques à, disons, à certaines espèces d'arbres et tout ça qui se propagent plus facilement. Disons que la mondialisation fait aussi que certaines maladies, disons, de faune ou de flore se propagent plus rapidement. Il y a les mêmes problèmes que pour nous. Donc, on peut penser que, bien sûr, il y a bah, disons, alors la pandémie elle-même, alors sur la perte de biodiversité, bon, celle qu'on a actuellement, bon, alors où ça touche pour le moment, elle ne me semble pas défavorable à la biodiversité, disons ponctuellement en tout cas, puisque, enfin, disons le fait que notre activité économique, alors c'est indirect, mais le fait que notre activité économique soit plutôt plus faible, disons, est très agréable à certaines espèces. J'écoutais quelqu'un du muséum dire qu'il y avait des hérissons maintenant dans Paris la nuit, donc voilà, donc il y a. Disons que je ne sais pas ce qu'a répondu Valérie, mais je ne vois pas de lien direct avec ce qui se passe actuellement et une perte de biodiversité, disons, liée à la pandémie. Et puis, voilà, je ne vois pas ce qu'évoquait Valérie, je ne peux pas te dire. Si tu as sa réponse, tu Et la peux, mais voilà. causalité dans l'autre sens, c'est-à-dire que la perte de biodiversité générait, enfin, était, Ah, portait une responsabilité dans l'émergence de pandémies. Pour elle, c'était dans ce sens-là, d'après ce que j'ai compris de la discussion. ça, alors, sur celle Causalité. qui est actuelle. Ouais, d'accord, alors ça, je ne sais pas, mais par rapport à. Bon, disons. Si ça vient, est-ce que ça vient, si c'est une, comment les gens disaient, une zoonose, c'est ça? Donc si ce coronavirus vient d'un animal, bon, je sais pas, disons, voilà, c'est pas fort. Enfin, moi, je vois pas le lien, non. Je rediscuterai avec Valérie, je vais lui en demander. Okay. Mais je vois pas le lien. Si tu veux, là, par exemple, bon, je veux dire, c'est pas. S'il y a une transmission à partir d'une espèce animale, c'est pas lié à la perte de biodiversité, c'est lié à, bon, me semble-t-il. C'est ce que dit Sicard quand même dans une interview récente dans, je crois, l'Express. Ouais. Et puis il y a une note aussi de Terra Nova là qui sort de. Je vais regarder, d'accord.
enfin, une note de Terra Nova qui sort et qui insiste là-dessus, qui fait état d'un certain nombre de résultats là-dessus. Je vais Et moi, regarder. c'est vrai que Alors mes ça, souvenirs de discussion voilà. avec Gilles Boeuf sur Aussi, la ouais. perte de biodiversité D'accord. Mais c'est parlait vrai que de... c'est pas mon domaine, et puis donc, Ouais, voilà. ouais. Ok. Alors, donc ensuite, la question suivante, est-ce que François Timel est en ligne, là, cette fois-ci? Ou alors, sinon, François, ou toujours pas? Sinon, je pose la question telle qu'elle telle que je la vois rédigée par Lounès. Donc, il y a cette proposition de déconcentrer les conférences climat au niveau local. Quelle perspective? Point d'interrogation. Donc, où est-ce qu'on en est de ces conférences climat au niveau local? Alors, conférence climat ou conférence citoyenne climat? Là, c'est Oui. conférence climat. Je ne sais pas si mais c'est... quelle conférence? C'est conférence. Non, j'ai Bon, pas alors vu on va cette demander à proposition. François. J'ai vu des propositions de faire des conventions citoyennes plutôt régionales, par exemple. Ça, enfin, si c'est pour les réunions de citoyens ou les réunions politiques, non, je passe. D'accord. Parce que si c'est pas, j'ai pas entendu parler par exemple, de faire il me semble difficile de faire la COP, disons, qui sera donc maintenant la COP 26, d'en faire une partie. Alors, de la faire une partie en Europe, je vois pas tellement de sens. Hein. Ok. Alors, il y a Jean-Marc qui voudrait reposer une question, cette fois-ci sur l'Afrique. Oui, Jean-Marc. Jean-Marc? Oui, je sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend. Oui, je t'entends. Je vais mettre la caméra, vous me voyez? Non, ma question c'est... Ah oui, on te voit, oui. renvoie à ce que tu disais en début de réunion sur l'éventuel lien entre la température, pas forcément le climat, et l'humidité. Et du coup, est-ce que tu en tires quelque chose sur le développement potentiel plus ou moins rapide de la pandémie en Afrique plutôt qu'en Europe? Oui, alors moi, là aussi, je lis. Hein, j'ai, disons, un article chinois que j'ai reçu. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui circulent, mais c'est un article sérieux scientifique chinois qui montre que quand la température augmente et l'humidité augmente, c'est à partir d'études statistiques sur les cas de la Chine, disons, en gros, température élevée, humidité élevée, aurait tendance à ralentir l'expansion de la pandémie, hein, de l'épidémie en tout cas. Donc, normalement, des climats chauds, humides, ça devrait aller moins vite, disons, la transmission devrait être moins facile en tout cas qu'elle ne l'est dans un climat tempéré ou dans un climat plus froid. Mais c'est le seul article que je connaisse, enfin bon, voilà. Donc, il ne faut pas trop espérer, enfin, il semble qu'il y ait quand même des cas en Afrique, donc pour le moment, il ne faut pas espérer. Enfin, la question qui est derrière, est-ce que nous, on va échapper? Est-ce que tout d'un coup, ça va disparaître comme par miracle cet été? Peut-être que c'est moins transmissible l'été, y compris en France, mais bon, moi, c'est vraiment pas ma spécialité. C'est un espoir, mais bon, je ne peux pas te dire plus. Ok. Il y a une question d'Anna Pic. Si on peut la voir en ligne. Lounès. Allô? Oui, moi je suis là toujours. Ouais, et Lounès, tu nous mets Anna? Normalement, elle peut parler. Anna, est-ce que tu as bien branché ton micro, tout ça? Ah oui, et même on te voit. Non, on te voit, mais on t'entend pas. Allô? Non. Ah voilà, ça y est, vas-y. Si, ça y est, merci. Oui, alors je voulais revenir juste sur les conférences climat qui étaient sur les collectivités. Alors deux choses, répondre un peu à la question sur la conférence climat dans les collectivités. Ça a été une proposition qui a été faite notamment par un certain nombre d'associations environnementales aux candidats aux municipales. Et c'est des conférences aussi qui se font notamment dans le cadre des actions extérieures des collectivités locales, qui consistent plus à l'échange de pratiques et entre collectivités locales et
à aussi faire le suivi entre nous des agendas 21, notamment sur la mise en place de mesures environnementales où effectivement on dialogue aussi sur comment mettre en place le mix énergétique dans nos collectivités, etc. Donc il y a un certain nombre d'actions et notamment Brême, tous les 2 ans, fait une conférence internationale avec des villes vraiment de tous les pays, de la Chine au Japon, en passant par les pays nordiques, auxquels à Cherbourg-en-Cotentin on se rend à chaque fois. Voilà, ça c'est une des choses. Voilà, la deuxième chose que je voulais aborder, c'est que effectivement, on parle de ce volontarisme de par la loi sur la transition énergétique notamment. Il y a cet objectif qu'on n'atteint pas, hein, les 23% d'énergie renouvelable. Ici, dans le Cotentin, nous avons eu l'ambition d'être un territoire du mix énergétique. La région Basse-Normandie, le département de la Manche et le Nord-Cotentin avaient beaucoup investi sur cette question, notamment sur les énergies marines renouvelables. Et je sais, Monsieur Goudel, que vous êtes venu à la Cité de la Mer, donc vous connaissez un petit peu les lieux. Et nous, ce qui a été le premier fait marquant quand même du quinquennat Macron, pour nous, ça a été l'arrêt de la phase commercialisable de l'hydrolien. Et aujourd'hui, alors on a fait un peu prospérer l'éolien offshore et notamment avec une industrie de la construction avec LM Wind Power et General Electric sur les plus grandes pales du monde qui sont construites à Cherbourg. Mais néanmoins, on a eu l'impression qu'il y a eu un vrai coup d'arrêt parce que au-delà de l'hydrolien, il y avait la possibilité d'avoir d'autres moyens de la production d'hydrogène. Derrière, on avait répondu à l'appel à projet territoire à énergie positive, donc avec des bus et toutes les villes qui étaient dans ce projet bus à hydrogène ont mis fin à leur projet. Donc aujourd'hui, cette convention citoyenne sur l'écologie, est-ce qu'elle va enfin lever l'obstacle? Et peut-être que c'est là la priorité sur laquelle on devrait intervenir à la suite de cette crise pour relancer l'économie, c'est d'aller vers les plus d'énergie renouvelable aussi dans nos phases industrielles. Et peut-être se dire quand est-ce que va être levé cet obstacle du soi-disant coût du mégawatt, etc., qui aujourd'hui a mis fin à l'hydrolien, en plus effectivement peut-être d'un certain nombre d'autres obstacles, mais on avait quand même des groupes comme Naval Group qui étaient partants et prêts à être dans la phase de commercialisation, ou CMN qui continue à faire ses expérimentations, et on est à l'arrêt, quoi, en quelque sorte. Oui, donc moi, je pense que les énergies marines, il y a beaucoup de potentialités. Donc moi, je suis breton. Il y a eu quelques expériences difficiles, je crois au large de Roscoff au départ, mais je pense effectivement qu'il faut poursuivre. Il y a l'énergie des marées également. Bon, bien sûr, un quart d'heure, ouais. Oui, on va. Ouais, d'accord. D'accord. J'arrive. Non, mais ça va. Oui, donc sur les hydroliennes, donc quand même, un des intérêts l'éolien en mer, le coût a énormément diminué depuis une dizaine d'années. Donc l'éolien en mer, qui était difficilement compétitif en termes financiers il y a une dizaine d'années, le devient assez rapidement quand même. Donc l'éolien terrestre l'est évidemment. Il faut aussi résoudre les problèmes, disons apporter des réponses aux problèmes de l'intermittence par rapport au nucléaire. Mais je pense que tout ça, ce sont des développements aussi technologiques qui sont intéressants. Il y a, disons, effectivement beaucoup d'innovations à mettre en place. Donc, moi, je pense qu'il faut continuer aussi l'hydrolien. Bon, c'est pas complètement arrêté, mais bon, je vois bien, je découvre ce que vous m'avez dit. Je suis pas tellement disons, j'ai vu des problèmes d'hydrolien en Bretagne, mais je ne suis pas spécifiquement. Mais je pense que si on veut en France atteindre effectivement l'objectif déjà de 23%, on a du retard, de 32% de renouvelables en 2030, c'est inscrit dans la loi. Hein. Donc, je sais pas, il faut effectivement, même si on garde une part du nucléaire, je suis pas du tout hostile, hein, c'est pas le problème, mais il faut absolument développer l'éolien terrestre, l'éolien en mer, et sont vraiment disons, doivent être développés beaucoup plus rapidement. Une des choses que ça semble quand même assez incroyable, je crois, il y a probablement pas loin de 4000 éoliennes en mer en France, en Europe, entre 3 et 4000. Et il n'y en a aucune en France en fonctionnement réellement. Donc on peut aussi se poser des questions sur la stratégie qu'on a conduit, qu'on a
adoptées au cours des 10 dernières années. Donc c'est un vrai problème et justement c'est intéressant parce que pour moi, donc ça peut être, bien sûr, si c'est bien mené, l'éolien, ça peut être aussi une source de développement économique, d'industrialisation, et c'est quand même, ça peut être aussi une source de dynamisme des territoires. Là, je parle aussi bien de l'éolien en mer que de l'éolien terrestre d'ailleurs. Donc, donc il y a aussi d'autres façons. Disons, on peut parler du biogaz. Et, disons, le renouvelable se développe dans les territoires, c'est très clair. Généralement, le renouvelable, aussi bien le solaire, a besoin d'espace. Donc, il y a aussi un énorme potentiel. Donc, c'est ça aussi qu'il faut exploiter et qu'il faut voir de façon positive. Donc, effectivement, il faut que les coûts diminuent, mais ils ont énormément diminué. Ils ont très rapidement diminué, aussi bien pour l'éolien terrestre que l'éolien en mer. Pas encore pour l'hydrolien, effectivement. L'hydrolien, il y a peut-être un décalage temporel, mais je pense qu'il faut poursuivre et continuer à développer l'hydrolien. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que Olivier, alors je crois que Boris a quitté la conversation parce que j'imagine il a dû partir pour les questions à l'Assemblée. Est-ce que Olivier, tu es encore là? Parce qu'on n'arrive pas à communiquer par SMS. Si, je suis toujours là. En fait, voilà, peut-être tu veux. C'est mon téléphone qui sert aussi, donc du coup, je ne vois pas les SMS passer. Peut-être que parce qu'on arrive à la fin, tu veux dire un petit mot ou poser une dernière question Bon, je ne vais pas retarder là, parce que je comprends bien que Jean-José a maintenant des obligations autres que les nôtres. D'abord, le remercier. Non, écoute Olivier, c'est France Télévisions qui vient chez moi ce soir, donc on n'a vu personne depuis 15 jours. Voilà, donc, il faut organiser. Je crois que c'est France 2 qui vient, oui, pour les 20 heures. Tu restes prudent et à distance, hein. Ouais, je resterai. Voilà, donc il y a beaucoup d'organisation. En tout cas, moi, ce que je veux te dire, c'est que ce que je souhaite, c'est que en fait, dans le combat parce qu'il y a un combat qui va se mener maintenant dans la question de l'après. On a bien compris qu'il y avait des déclarations qui étaient faites, mais j'ai aussi le souvenir de Sarkozy en 2009 à Toulon, nous expliquant que c'était la fin du monde d'avant, et puis que tu as recommencé comme avant. Donc là, il y a un combat qu'on va mener tous ensemble. Et d'abord, te remercier pour le combat que tu mènes depuis longtemps, très longtemps, et qu'on reste en contact pour voir quelles initiatives on peut prendre pour arriver à fixer des objectifs qui soient des objectifs à la fois tenables, réalistes, parce qu'on parle beaucoup moi, ce que je vois dans la discussion avec nos concitoyens, c'est qu'on leur parle en permanence de la transition écologique. De manière abstraite, ils y sont prêts, mais personne ne sait raconter la transition. Et ce on est d'accord. Ce qui s'ouvre avec la période actuelle, c'est que pour la première fois, on va nous dire maintenant, c'est quoi le nouveau modèle. Donc, il faut qu'on puisse dire dans un an, c'est ça, dans 2 ans, c'est ça, dans 3 ans, c'est ça. Et si on pouvait travailler ensemble à donner quelques objectifs matériels, concrets, qui disent aux gens, voilà ce qu'il faut faire pour parvenir à nos objectifs, je crois qu'on aurait gagné beaucoup de temps et plus de facilité à se faire comprendre pour les prochaines échéances. Donc moi, merci. Vas-y, Elisabeth, oui. Non, mais j'ai vu passer des questions comme ça dans le fil de je ne sais pas qui, mais sur le chiffrage des sous-objectifs dans ce grand plan à dessiner, le chiffrage des sous-objectifs notamment. Enfin, tu vois, tu as donné les chiffres globaux, mais concrètement, un peu plus dans le détail sur la mobilité, combien sur. Enfin, tu vois, je pense que ça, c'est vraiment. Oui, donc ça, j'ai pas même s'il y a les 20 milliards, je peux regarder, mais il y a une étude c'est plus le Conseil d'analyse économique, je sais pas, où on peut regarder, mais tout ça existe, mais j'ai pas ça complètement en tête. Mais ouais, moi j'ai gardé le chiffre de 20 milliards global qui serait déjà par exemple 20 milliards chaque année qui serait, ça veut pas dire 20 milliards différents c'est 20 milliards qui seraient vraiment consacrés à des actions dans ce domaine-là. C'est des actions je le redis, qui créent des emplois, qui créent du dynamisme économique. C'est pas des actions, c'est des actions dont les gens peuvent comprendre la réalité. Hein. Voilà, moi je voulais te remercier Olivier, te remercier Isabelle. Donc oui, moi je suis tout bien sûr d'accord pour continuer à interagir. Voilà, donc merci à chacun d'entre vous, merci d'avoir de cet échange et puis c'était avec plaisir de mon côté. Voilà, et puis prenez bien soin de vous et merci. Toi aussi. Merci Isabelle. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.